Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La course électorale, 13e jour ce mardi. Hier, l'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique étaient au cœur des discours des 3 candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre. Arrivée imminente au port de Tripoli du tanker In-Eker relevant du groupe Sonatrach chargé de 30 000 tonnes de fioul, première cargaison pour aider le Liban à surmonter la crise d'électricité qu'il traverse actuellement, ce qui a suscité une grande satisfaction parmi les Libanais qui sont plongés dans le noir. Alors que l'armée sioniste a ordonné de nouvelles évacuations près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, Deir el-Balah, des centaines de civils, des journalistes ainsi que des blessés et des soignants ont été contraints de fuir par crainte d'être bombardés. Au moins 41 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. En Algérie, l'Association nationale des volontaires d'Algérie rend le sourire à de nombreux enfants en situation de handicap en organisant une journée de plage à la plage de Sidi Djelloul à Ain Mouchent. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec la présidentielle du 7 septembre. La campagne électorale se poursuit. Les discours des candidats présentent les visions de l'Algérie de demain et définissent les voies et moyens qui permettront au président qui sera élu d'introduire le pays dans la dynamique du renouveau, du changement et du développement. L'éducation, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique étaient au cœur des discours des 3 candidats. Rina Lorari. Animant un meeting depuis la wilaya d'Adrar au 12e jour de la campagne électorale, le candidat du mouvement de la Société pour la paix, Hassani Cherif Abdelali, s'est engagé à mettre en place des programmes de développement pour les régions du Sud afin de les rendre plus attractives, suivant une approche socio-économique axée sur la réalisation de grands projets et infrastructures et la promotion de l'investissement dans divers secteurs, notamment l'agriculture et l'industrie de transformation. Évoquant le potentiel touristique de cette wilaya, le candidat du MSP a souligné la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités locales, les ressources et l'artisanat, d'étendre les mécanismes de financement au niveau local, tels que les subventions et les fonds de développement, et d'adapter les investissements aux besoins. Le candidat du MSP a appelé en outre les citoyens d'Adrar à se rendre massivement aux urnes, affirmant qu'une forte participation à cette élection cruciale enverra un message clair à ceux qui veulent nuire à la patrie. Le candidat du parti du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, s'est engagé quant à lui depuis Guerrera, commune de la wilaya de Ghardeya, à édifier un État fort en mettant en place des institutions légitimes par la volonté du peuple algérien. Ce rendez-vous électoral est une aubaine pour le peuple algérien de procéder au changement, a estimé le candidat Aouchiche, appelant les Algériens à participer massivement au scrutin du 7 septembre pour la construction d'une Algérie forte selon une perspective futuriste, vision pour demain. Dans une déclaration à la presse après des activités de proximité au centre-ville de Ghardeya, Youssef Aouchiche a appelé les citoyens à soutenir son projet, affirmant que son programme électoral apporte des solutions réalistes permettant d'opérer le changement et de bâtir l'avenir du pays sur des bases solides. Il a également précisé que les solutions qu'il propose s'inspirent des principes du 1er novembre, dont l'un des principaux objectifs est l'établissement d'un État social et démocratique. Lors de plusieurs meetings à travers le pays, les responsables des partis politiques ont exprimé leur soutien au candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. Le chef de file du FLN, Ben Mbarek, a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes entamées et de consolider les acquis réalisés lors du premier mandat de Tebboune. Idem pour le président du Front Al-Moustaqbel Boutbig, qui a rappelé les importantes réformes, notamment en faveur de toutes les couches de la société. Le secrétaire général du RND, Mustafa Yahi, a assuré que voter pour Tebboune lui permettrait de poursuivre la réalisation de nouveaux programmes d'habitat. De son côté, le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a salué l'engagement de Tebboune à créer 450 000 postes d'emploi et à augmenter l'allocation chômage. Dans le même esprit, la présidente du parti Tej, Fatima Zohra Zarwati, a affirmé que le programme de Abdelmadjid Tebboune est porteur d'espoir pour toutes les catégories sociales. Les présidents du parti El Fajr El Jadid et de Sawt al-Sha'b ont quant à eux appelé à un soutien massif au candidat indépendant Tebboune, lui permettant de poursuivre le processus de développement du pays.
Le pétrolier algérien Ineker accoste cet après-midi au port de Tripoli, au Liban. Il a appareillé jeudi dernier avec une cargaison de 30 000 tonnes de fioul destinée à faire redémarrer les centrales électriques du pays. La décision a été prise par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, après l'annonce de l'arrêt des centrales électriques faute de carburant. Une décision qui a suscité une grande satisfaction parmi les Libanais qui sont plongés dans le noir. Des remerciements sont adressés à l'État algérien et au peuple algérien par le peuple libanais. Yassine Naqash, Badi Amarni. Ici, tous nos appareils fonctionnent avec de l'électricité. Cela fait 15 jours que nous en sommes privés. كله بالكهرباء وحاليا نحن هون بالمنطقه هون لنا شو 15 يوم ما في كهرباء. تقريبا صرنا اكثر من 20 يوم ما في. Cela fait 20 jours que nous sommes dans le noir. L'éclairage est fait ici à partir de générateurs, ce qui fera automatiquement augmenter notre facture d'électricité. مولدات جنريتور. Les gens ici partagent les frais du générateur selon leurs moyens pour faire fonctionner leurs appareils. La crise d'électricité à laquelle fait face le Liban due au manque de fioul a contraint les citoyens à se débrouiller chacun à sa façon. L'Algérie n'a pas hésité à aller au secours de ce pays frère en envoyant un don de 30 000 tonnes de fioul. شحنة 30,000 طن التي قدمها لنا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وهذا. Le don de l'Algérie pour le Liban, décidé par le président Abdelmadjid Tebboune, témoigne encore une fois de la solidarité de votre pays et de son peuple envers le Liban. Nous savons que vous êtes aux côtés du Liban dans cette crise. الرئيس عبد المجيد تبون أو شعبا من الناس الذي مثلكم أخي وكل المشاهدين نحن نعرف أنهم يقفون مع لبنان في هذه الضيقة الاقتصادية. Nous remercions beaucoup l'Algérie pour son aide. L'Algérie est toujours présente pour aider les pays arabes et pas seulement pour l'électricité comme dans notre cas. Mais ce pays, aussi loin que je me souvienne, est connu pour son soutien permanent aux pays arabes. C'est là l'une des crises les plus difficiles que traverse le Liban depuis celle de 2019. L'Algérie, connue pour sa solidarité avec les pays amis et frères, n'hésite jamais à leur venir en aide. Industrie, cette success story dans le domaine de la transformation du plastique avec son expertise de plus de 20 ans. L'usine basée à Indfla produit plus de 1000 tonnes de fibres plastiques par mois. Elle exporte ses produits vers l'Amérique latine, l'Asie, l'Europe et l'Afrique et assure sa matière première qui était importée. Autrefois, reportage Majda Jahmouna. Plus d'1 million de bouteilles en plastique sont réceptionnées quotidiennement au niveau de cette usine implantée dans la zone industrielle de Indfla. Spécialisée depuis 2001 dans la transformation et le recyclage du plastique en fibres monofilaments. Principalement, c'est des bouteilles en plastique post-consommateur. On a 3 étapes. Premièrement, on a un centre de tri manuel. Après, on a l'étape de décontamination et lavage automatique. Et après, on a une étape de tri optique automatique. Toutes ces étapes sont gérées par un système de contrôle de qualité digital qui nous aide à mieux cibler nos clients en matière de qualité et avoir une meilleure traçabilité de nos produits et nos fournisseurs. Deuxième étape du processus, l'atelier de production. Sa mission est le contrôle de l'opération de production du début à la fin. Depuis la réception de la matière première prête, la formation des fibres plastiques grâce à la méthode d'extrusion jusqu'à l'emballage et le conditionnement de produits finis. L'usine, qui a commencé timidement à exporter en 2007, a développé son activité à l'international et destine désormais plus de 70% de sa production au marché européen, asiatique, africain et latino-américain. AFC Recyclage fabrique plus de 1000 tonnes par mois entre fibres, différentes fibres pour balais et brosses et
pieutés et recyclés. L'usine, qui compte 250 travailleurs et plus de 2000 postes indirects, vise à agrandir son activité. Nous souhaitons recevoir le soutien des autorités compétentes pour le projet d'extension. Pour augmenter la production, l'exportation, augmenter le nombre d'emplois jusqu'à 450 postes directs et plus de 4500 postes indirects. AFC Recyclage prête à réceptionner plus de 2 millions de bouteilles par jour et doubler la production. En cas d'agrandissement, et si nous trouvons des solutions pour le problème d'espace, le marché du recyclage des déchets est estimé à près de 40 milliards de dinars, ce qui en fait un secteur prometteur et encore vierge, ne demandant qu'à être encouragé et investi par de jeunes entreprises opérant dans la valorisation des déchets en amont ou en aval, créant de la richesse et de l'emploi. Et puis, les efforts se poursuivent pour accorder les wilayas du pays à la fibre optique. C'est le cas à Sidi Bla Abbès, concerné par 74 projets en fibre optique qui permettront d'augmenter le débit et d'améliorer les services d'accès à Internet. Reportage Sofiane Mardine. Le commentaire est signé Badia Mardi. La wilaya de Sidi Bla Abbès a bénéficié en 2024 de 74 projets pour le raccordement des nouveaux pôles urbains à la fibre optique. Dans ce quartier de la commune de Ain el-Berd, les travaux engagés avancent à une bonne cadence. Le service Internet n'était pas efficace, mais avec la fibre optique, le réseau est plus rapide. C'est une bonne chose, surtout pour nos enfants. Ça leur permet de faire des recherches pour l'école. Ici, dans la daïra de Tler, au sud de la wilaya, 3 quartiers sont raccordés à la fibre optique. Une maintenance périodique est assurée par Algérie Télécom pour permettre à ses abonnés un meilleur service. Le débit était de 15 mégas, il a été augmenté à 20 mégas. C'est plus rapide. C'est une bonne initiative, surtout pour les enfants. Ça les aide à faire leurs devoirs. Le nombre global des abonnés dans la wilaya de Sidi Bla Abbès a atteint 12 273. Le nombre de quartiers raccordés à la fibre optique est de 80, entre autres le chef-lieu de la wilaya, Sidi El-Hassan, Mustafa Ben Brahim et Tler. Pour rappel, 2300 km de câbles en fibre optique ont été déployés aux 4 coins de la wilaya de Sidi Bla Abbès à la fin du premier semestre 2024. Parlons d'agriculture à Ain Mouchent à présent, où la production de grenades connaît un essor. La commune de Terga compte de nouvelles exploitations. Les agriculteurs y récoltent déjà les fruits de leur labeur. Il faut dire que ce fruit s'adapte parfaitement aux spécificités de la région. Reportage Saïda Mayouf. Au pied du mont Achatouila, dans la commune de Terga, la culture de la grenade gagne du terrain, et ce au vu de sa forte capacité d'adaptation dans les bassins versants situés à quelques kilomètres de la côte. À peine 2 années après la plantation de ce verger de grenade, les arbres produisent déjà leurs premiers fruits, agrémentés par une belle floraison. J'ai investi en 2019 dans le domaine agricole et aujourd'hui je récolte le fruit de mon labeur. Regardez le résultat excellent de ce sol fertile, irrigué par le système goutte à goutte et entretenu au quotidien. Ma parcelle de terrain comprend 5 hectares de grenadiers, 4 hectares de viticulture en pergola et 4 hectares entre pêchers et abricotiers. Auparavant, la grenade était importée de Tunisie. Aujourd'hui, elle est pur produit algérien. Les grenadiers sont des arbres méditerranéens qui s'acclimatent parfaitement dans cette région avec un rendement moyen d'1 quintal par arbre. Ils requièrent néanmoins soin et attention tout au long du cycle de leur croissance. Le grenadier requiert une attention particulière, un désherbage régulier et une belle exposition au soleil pour se développer pleinement. En somme, une maîtrise parfaite de l'itinéraire technique culturel. Moi, j'ai toujours travaillé la terre, notre mère nourricière, et notre grande satisfaction est de voir enfin le résultat du dur labeur.
Réputée pour être l'une des régions agricoles la plus distinguée dans le domaine de la viticulture, aujourd'hui Terga se tourne vers l'arboriculture fruitière à noyaux et à pépins. La commune de Terga, et outre le développement des cultures maraîchères, connaît actuellement l'accroissement de l'arboriculture fruitière. On recense à ce propos les figuiers avec 400 hectares, suivis des oliviers avec 130 hectares. L'arboriculture à pépins et à noyaux occupe quant à elle une superficie de 100 hectares, suivie des agrumes avec 50 hectares. En somme, près de 800 hectares d'arboriculture sont cultivés à Terga et qui demeurent toujours en constante expansion ces dernières années. Région agricole par excellence, Ain Timouchen se distingue par ses arbres fruitiers reconnus pour leur rendement généreux et l'excellence de leur qualité. L'Algérie a appelé la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur les crimes de guerre commis par l'occupationniste à Gaza. Depuis Genève, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a exhorté à faire pression sur l'occupation pour respecter le droit international et protéger les civils. Ammar Ben Jammah s'exprimait lors d'une séance à l'occasion du 75e anniversaire des accords de Genève et ses protocoles. On fait le point justement sur la situation à Gaza où les Palestiniens sont forcés de se déplacer fréquemment en raison des ordres d'évacuation de l'armée sioniste et puis l'accès à la nourriture, à l'eau et aux services de santé de base est de plus en plus difficile. La porte-parole de l'UNRWA a qualifié la situation de véritable désastre. Ces dernières 24 heures, au moins 41 personnes ont été tuées. Yasmine Saoudi. Alors que l'armée sioniste a ordonné de nouvelles évacuations près de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa à Dir el-Balah, des centaines de civils, des journalistes ainsi que des blessés et leurs soignants ont été contraints de fuir. Nous avons été contraints d'évacuer sans savoir où se rendre. Je peine à marcher car mes plaies sont encore ouvertes et je ne suis pas encore guérie. Regardez. L'état de santé des blessés s'est considérablement aggravé. Certains ont été évacués par ambulance vers des hôpitaux situés dans le sud de la bande de Gaza, tandis que d'autres n'ont trouvé refuge que sous des abris de fortune, exacerbant leur souffrance. L'état de santé de mon fils est grave. Il est en train de mourir. Où voulez-vous qu'on aille? Il ne reste plus qu'une centaine de patients dans les hôpitaux, accompagnés de quelques médecins qui poursuivent leur travail humanitaire malgré les dangers imminents et les craintes d'incursion. À l'image de ce qui s'est produit dans d'autres hôpitaux où plus de 300 membres du personnel médical ont été tués, maltraités ou arrêtés. Cette situation a semé la panique parmi les patients et les blessés à l'intérieur de l'hôpital, craignant que le même scénario ne se reproduise comme dans les autres établissements. Cet hôpital, qui est le seul encore en activité dans la région, fournit des soins à plus d'1 million de personnes. Des universités aux écoles, en passant par les hôpitaux et les infrastructures publiques, tout est constamment ciblé par les attaques de l'armée d'occupation sioniste. Depuis le 7 octobre dernier, 134 000 Palestiniens sont tombés en martyrs ou blessés et plus de 10 000 sont portés disparus en raison des destructions massives et de famines sévères. Plusieurs villes de Cisjordanie occupées ont été prises d'assaut ce mardi à l'aube par les forces sionistes qui ont arrêté 3 Palestiniens, tandis qu'une grève générale est observée dans les villes de Tulkaram et Beit Lahm pour dénoncer le meurtre de 6 Palestiniens, dont 5 qui sont tombés en martyrs dans le camp de Nour Shams par des bombardements sionistes effectués par un drone et un autre à Wadi Rahal à Beit Lahm par les balles des colons. Et puis cette campagne médiatique visant à couvrir ce qu'on connaît désormais comme le scandale du Maroc à Tokyo, suite à l'échec des manœuvres marocaines d'exclure la République arabe sahraoui démocratique de la participation au sommet du Forum de la coopération sino-africaine prévu les 5 et 6 septembre 2024 à Pékin. Il faut savoir que le Forum sur la coopération sino-africaine a été inscrit dès sa création en 2000 parmi les mécanismes bilatéraux liant la Chine à nombre
nombre de pays africains, car ne conférant aucun rôle à l'UA, qui n'est pas concernée en effet par ces réunions et ces conclusions. Ainsi, la République sahraoui, à l'image d'autres pays africains, n'a participé à aucune réunion de partenariat sino-africaine depuis son établissement. Alors, comment serait-il exclu, comme le prétend le Maroc, si elle n'est même pas concernée par ces réunions qui ne relèvent pas de l'UA? Il convient de rappeler que la Chine a des positions constantes et inébranlables vis-à-vis de la question de décolonisation au Sahara occidental, des positions justement traduites par les déclarations des représentants de ce pays aux Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité lors de la visite d'État effectuée en Chine en juillet 2023 par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La Chine avait réitéré cette position sans ambiguïté aucune. Ainsi, les manigances du Maroc se sont soldées par un retour en force de la question sahraoui qui demeure d'actualité, ce qui affirme que l'occupation des territoires sahraouis prendra fin tôt ou tard. Par ailleurs, le comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui a dénoncé la tentative d'agression par un diplomate marocain contre la délégation sahraoui ayant participé aux réunions préparatoires de la réunion ministérielle de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, affirmant que cette agression honteuse et indigne du Marzen relève le véritable visage de ce régime qui ne respecte pas les règles, les droits et les lois les plus élémentaires et qui, par conséquent, n'a pas sa place au sein de la communauté internationale. Retour dans le pays pour se rafraîchir dans l'une des belles plages d'Aït Mouchent, une journée particulière où la plage a accueilli des enfants aux besoins spécifiques à l'initiative de l'Association nationale des bénévoles d'Algérie. Sofiane Marni, Badia Amani. En cette période estivale, il est primordial de garantir à chacun la possibilité de profiter des plaisirs de la baignade en toute sécurité. Objectif pour lequel active l'Association nationale des bénévoles d'Algérie qui a rendu le sourire à de nombreux enfants en situation de handicap en organisant une journée à la plage de Sidi Djelloul à Aït Mouchent. Notre objectif est de promouvoir le concept du tourisme accessible, un type de tourisme qui permet aux personnes à besoins spécifiques et surtout aux enfants de profiter pleinement de la plage comme tout le monde. Nous souhaitons que les plages algériennes soient équipées pour accueillir les personnes en situation de handicap. À travers notre démarche, nous voulons rendre ces personnes heureuses. L'équipe nationale de cerfs-volants a tenu à apporter sa contribution à cette initiative qui a réjoui petits et grands. Nous avons pris part à cette action pour apporter du bonheur à ces enfants. C'est un devoir et un plaisir. Rendre les plages accessibles à cette frange de la société, une démarche qui gagnerait à être généralisée. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.